Salut à tous, petit point sur le marché crypto puisque la peur est là, les liquidations le sont aussi. On a donc une baisse par rapport au plus haut d'à peu près moins 10% au niveau du Bitcoin par rapport au niveau le plus bas que l'on a atteint, les 97 831. Et comme je l'évoquais semaine dernière dans ma vidéo qui a pile poil une semaine, je suis exposé à 100% et je suis toujours exposé à 100%. Je n'ai rien bougé. Et je vais te partager dans cette vidéo des éléments que je n'ai pas partagés la semaine dernière dans ma vidéo du lundi, que j'ai partagé dans ma communauté privée Youmento, dans mon programme Fast Track Investor et aussi, il y a de ça quelques jours, dans ma liste email privée Fast Track Investor qui d'ailleurs, elle est gratuite. Donc si jamais tu veux t'abonner, tu as le lien en description. Et je vais te parler en fait des éléments que j'ai partagés qui sont des éléments d'analyse chiffrés et qui me rendent plutôt serein et expliquent aussi la raison pour laquelle je suis remonté à 100% d'exposition et que bon, ma foi, là je regarde là la baisse que l'on a et les liquidations que l'on a eues puisqu'on a eu, voilà, en 24 heures, 883 millions de liquidations sur le marché crypto, donc c'est quand même plutôt pas mal, notamment 811 millions de longs. Donc on a fait un bon petit nettoyage qui est à mon sens quelque chose de positif. Donc on va regarder ensemble la raison pour laquelle, qu'est-ce qui cristallise cette baisse, sachant que le marché crypto n'est pas le seul à être impacté. D'une manière générale, ce qui déclenche ça, mais je pense que tu as dû voir passer, voilà, on voit le VIX qui a monté, il nous a fait un, sauf erreur, autour de plus 50% par rapport à la clôture de vendredi, voilà, grosso modo, voilà, on a fait un plus 50% au plus haut niveau du VIX, donc VIX, l'index qui nous permet de mesurer le niveau de peur sur les marchés. A priori, de ce que j'ai vu au niveau du Nasdaq, on a les futurs du Nasdaq en anticipation qui sont sur un moins 2 ou moins 3%. Et du côté de Nvidia, directement lié donc au narratif, notamment intelligence artificielle, eh bien on est sur un moins 10% en pré-market. Donc, a priori, voilà, a priori, ce qui déclenche ça, c'est l'histoire du DeepSeek, donc ce modèle LLM provenant de la Chine, développé en Chine, donc autour de l'IA, qui serait en concurrence directe et au même niveau qu'un ChatGPT pour un coût de développement et une durée de développement qui aurait été bien moindre. Donc là-dessus, j'ai fait une petite recherche avec Perplexity pour voir ce qu'il en était. Donc a priori, voilà, il aurait fallu, voilà, le coût de développement 5,58 millions de dollars, seulement 7% du coût de développement de ChatGPT, ce qui est vraiment ridicule, 5,58 millions de dollars. En fait, il y a énormément de multimillionnaires, de petits multimillionnaires comme moi, qui pourraient en fait, il faudrait y mettre tout leur patrimoine pour certains, développer un concurrent à ChatGPT pour cette modique somme. Donc c'est assez dingue puisque jusqu'à maintenant on avait plutôt parlé de milliards pour développer quelque chose qui soit en concurrence directe au niveau d'un ChatGPT. Donc ça vient bouleverser l'industrie. On parle aussi donc de 2,7 millions d'heures de GPU sur les H800. De ce que j'ai compris, les H800 sont donc des modèles de Nvidia, mais qui sont obsolètes, puisque de ce que j'ai vu, il y a eu un embargo, il y a eu un blocage des ventes de puces en direction de la Chine, justement pour protéger l'avancée technologique qui avait pu prendre les États-Unis. Donc, si c'est avéré, alors je dis bien si c'est avéré, parce que, alors, ChatGPT aurait coûté, la version 4 aurait coûté 80 millions de dollars, mais entre-temps, il y a quand même beaucoup d'argent qui a été dépensé. Eh bien, voilà, c'est la question, d'ailleurs, j'ai posé quelle preuve l'on a que les chiffres sont exacts. J'ai pas trouvé, je sais pas si c'est le cas pour vous, dites-le moi en commentaire, mais d'éléments qui vraiment corroborent. J'ai l'impression qu'on est à un stade plutôt d'annonce. Donc, à quel point est-ce que ces informations sont vérifiables, C'est pas la première fois que du côté de la Chine, que ce soit voilà, autant du côté du gouvernement chinois que du côté de sociétés privées, il y ait des mensonges purs et durs. Donc à quel point on peut se fier à ces informations? Franchement, pour l'instant, je trouve que c'est difficile de le savoir. Voilà. Est-ce que c'est un effet d'annonce et que, voilà, là je cite
Tougan qui disait avec intelligence, hein, je trouve, et si DeepSeek était en clair du bullshit et qu'un hedge fund derrière ça était simplement en train de shorter Nvidia. Je trouve ça assez drôle. C'est potentiellement quelque chose qui est tout à fait possible. Donc voilà, à ce stade-là, je trouve que c'est encore assez obscur tout ça. Dans tous les cas, moi, ça me donne quand même un sentiment de surréaction du marché. Voilà, on en avait quand même pas mal monté. Il y avait pas mal de personnes qui disaient oui, est-ce qu'on n'est pas un top? Après, donc du coup, une année 2024 qui a été extraordinaire. 2025 ne peut qu'être mauvais. Je l'ai déjà évoqué, ça. Comme il y a beaucoup de gens qui disent ça, je dois avouer que j'ai une tendance naturelle à prendre le contre-pied. Donc, pour ma part, je suis toujours exposé en bourse. Notamment le fait aussi que j'ai plus de facilité à garder mes positions comme là actuellement au niveau du marché crypto. C'est parce que je me suis fait un avis que j'estime solide sur des éléments qui sont tangibles. Voilà, typiquement ma stratégie pour ma part en bourse repose pour une majorité à 90% si ce n'est plus sur de l'analyse de l'approche value. Donc là je salue mon ami Rémi de Sushi de Varennes avec qui je travaille sur ce sujet et à qui je fais appel, où bon, bah, j'ai des portefeuilles qui sont plutôt en approche value avec une diversification en termes de secteur, une diversification en termes géographiques, et que je ne suis pas rentré ou très peu dans la hype intelligence artificielle. J'en ai un peu profité, oui, en faisant quelques prises de position. En termes de stratégie, pour ma part d'investissement long terme, je suis plutôt sur une approche value à la Warren Buffett et puis d'autres, hein, c'est pas le seul qui a cette stratégie. Donc, étant assis sur des fondamentaux quand même assez solides au niveau de ces sociétés et ayant donc un suivi mensuel de l'évolution des métriques de ces boîtes, bon, bah, je suis plutôt serein et pour ma part, je n'ai pas prévu de déboucler mes positions, en tout cas sur cette partie de mon portefeuille boursier qui, je rappelle, représente toujours 90%. Bon, je fais une digression du côté de la bourse, mais c'est simplement aussi pour bien, revenir à ce que j'ai évoqué au début de la vidéo, à savoir les choses que j'ai partagées au sein donc de ma liste email privée. Petit rappel, lien en description, inscription gratuite, à savoir un ensemble d'indicateurs, m'ont amené à prendre la décision d'être exposé à 100%, puisque j'ai estimé que j'étais plus à l'aise, vu le stade de marché dans lequel on était, et compte tenu des éléments de ces indicateurs, plus pour moi, l'ensemble de nouvelles qui restent extrêmement positives pour l'écosystème crypto sur les mois, les trimestres à venir, je suis plus à l'aise à être exposé à 100% et à me prendre un drawdown que de ne pas l'être. Donc, venons-y aux éléments pour lesquels j'ai décidé donc de m'exposer d'une manière importante. Alors, je vais reprendre l'email, la newsletter que j'ai envoyée à ma liste email avec donc un ensemble d'indicateurs. Voilà, là je te l'affiche. On retournera voir un petit peu le Bitcoin, les cryptos, voir un petit peu comment ça réagit, notamment du côté des cryptos liés à l'intelligence artificielle. Donc voilà, là c'est un email que j'ai envoyé. Hop, c'était le 23 janvier, nous sommes le 27. Donc j'y explique. Je suis abonné à un certain nombre de contenus payants ou des contenus à accès restreint auxquels j'ai accès de par le réseau que j'ai tissé ou par le biais des investissements que j'ai pu faire. Et ça me permet comme ça d'avoir des informations qui sont quand même assez avancées. Et habituellement, ce que je fais, c'est quand je vois je fais un travail de synthétisation de tout ça, je les absorbe, je les synthétise, et les éléments pour moi les plus importants, je les partage au sein de Fast Track Investor et de ma communauté Youmento. Et puis de temps en temps, je les partage aussi donc dans ma liste email privée ou mon canal Telegram. C'est un peu en fonction de mes humeurs et de à quel point je trouve que c'est sympa de partager ce genre de choses et puis aussi tout simplement du temps que j'ai de disponible. Moi, un élément que je trouve assez intéressant, la valeur engagée sur la défi au niveau de l'écosystème Solana, la valeur bloquée au niveau de l'écosystème Solana, au niveau des défis. Donc on voit que ça a quand même bien augmenté, ce qui est plutôt positif du côté de Solana. Ça, c'est au niveau des Real World Assets. Donc moi, je suis exposé à au niveau de cet écosystème. Notamment, alors je regarde là, j'affiche au-dessus sur mon écran la liste des cryptos que j'ai au sein de mon portefeuille principal. Et alors au niveau Real World Asset, oui, je suis principalement exposé par ce biais-là
avec le projet ArtTrade. Donc un projet que j'avais présenté à sa genèse au sein de ma communauté privée, sur lesquels on a fait des multiples limites indécents. Et je suis donc toujours exposé à ce projet. Donc alors si on va voir un petit peu comment il se comporte, bah, c'est assez intéressant parce que il est plutôt résilient. Donc par rapport à, donc on a la baisse hein, qui s'est déclenchée dans la nuit là de dimanche à lundi. Bon, on a connu une baisse, hop, je vous le fais en live, voilà, de moins 12%. Donc à peine un peu plus que le Bitcoin, sachant que si on va regarder d'autres cryptos, par exemple, alors c'est une small cap, hein, le projet AirTrade, hein, c'est assez spéculatif, hein, faut dire les choses comme elles sont. Qu'est-ce qu'on a comme autres cryptos qui sont liés à l'IA? Alors j'avais prévu de les voir un petit peu après, mais on va les regarder maintenant. Alors, le render. Alors, le render, qu'est-ce qu'il nous donne? Comment il réagit? Je sais que le Tao réagit pas trop mal. J'en ai racheté, je l'ai partagé dans ma communauté privée. Voilà. Non, ça, c'est un truc que je vais vous partager un peu plus tard. Où est-ce que je l'avais affiché? J'ai beaucoup de trucs ouverts, donc j'essaye de retrouver. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, ça, c'est un post que j'ai mis il y a 5 jours dans Fast Track Investor. Et donc, prise de position sur le Tao. Voilà, je trouvais que moi, ça fait un moment que je le surveillais, que je voulais l'intégrer dans mon portefeuille donc principal. Donc j'ai intégré dans mon portefeuille principal à hauteur de 3%. Donc voilà, je me suis positionné voilà autour des 409 dollars. Je trouvais que il approchait donc il était sur une zone proche d'une zone de support versus Bitcoin aussi. Et donc au niveau donc du Tao, on va aller le voir après. Bon alors le render, comme on peut le voir, lui, il nous a fait un jusqu'à donc moins 13%. Donc le hard trade au final a tenu mieux que le du render, qui est quand même un des majeurs au niveau du narratif IA au sein de l'écosystème crypto. Le Tao, où es-tu petit Tao? Voilà, le Tao, bon, bah, on voit hein, déjà, il a été racheté. 419 dollars, donc je suis au-dessus du point d'entrée que j'ai eu il y a 5 jours de ça. Et donc, et là au plus bas, on a fait un moins 11%. Donc il a plutôt quand même bien résisté puisqu'on est sur un niveau de baisse qui est équivalent à celui du Bitcoin. Ensuite, au niveau IA, on a aussi le FET que j'ai aussi en portefeuille. Bon, ça reste raisonnable, moins 11%. Donc ils ont plutôt pas mal tenu. D'ailleurs, on va aller voir au niveau de la dominance du Bitcoin. Ça nous donnera une indication d'ensemble. Bon, elle est revenue à 59,38%. Ok, mais elle n'est pas non plus à la montée de combien? Ok, au plus haut, ouais, 0,9%. Et au niveau du Total 3, voilà, Total 3, donc sans le Bitcoin, sans le TH et sans l'USDT, l'USDC et DAI, bon, on voit que là, on a une mèche basse qui est en train de se former. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que donc c'est en train de se faire acheter, ce qui est assez logique avec des liquidations en cascade. Et au plus bas, on a fait un moins 9%. Donc, franchement, bah, ça reste pour l'instant très raisonnable. On va voir avec l'ouverture des marchés US dans 1 heure et demie. Au moment où je tourne cette vidéo, on va voir un petit peu comment ça réagit. Certainement qu'on va avoir un gap baissier. On verra si ça se fait racheter rapidement et si aussi ça entraîne une baisse, une continuité d'une baisse sur le marché crypto, ce qui est tout à fait possible. Donc revenons-en à ce que je considère, ce qui me donne un socle mental. Là, pour regarder cette baisse froidement, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Donc voilà, au niveau des protocoles, pour moi, c'est quelque chose qui est positif, notamment pour un projet comme ArtTrade, puisqu'il est directement lié à ce narratif. Ça, c'est intéressant aussi, avec le volume des DEX versus donc des DEX Ethereum versus Solana au niveau des volumes des DEX. Là, je vais mettre Solana versus Ethereum, mais on le voit ici. Donc, on voit que Solana prend de plus en plus de parts de marché à ce niveau-là. Alors, ce que je fais d'une manière générale, là, les trucs que je vais vous lire, ça, c'est des choses c'est des paragraphes que j'ai extraits de certains contenus en anglais que je peux suivre et que j'ai traduit tout simplement pour en faire un condensé et l'envoyer dans cet email. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est plutôt positif pour la suite. Et l'une des raisons pour lesquelles bah, moi, je suis pas particulièrement inquiet. Voilà. Au niveau des prises de profit, des volumes de prise de profit, on voit donc ici qu'on a une baisse de la quantité du volume de prise de profit. Là, on a forcément un rebond, mais on a touché quand même un plus bas, ce qui veut dire que globalement, il y a quand même pas mal de prises de profit qui ont pu se faire là depuis quelques semaines autour donc des
100K. Alors là, je vais vous lire ce que j'ai marqué, et comme je disais juste avant, ça c'est des choses sur lesquelles enfin c'est des extraits qui proviennent de newsletters notamment payantes, auxquelles je suis abonné et qui sont les résultats d'analyse de personnes qui sont beaucoup plus j'irai à fond sur le marché crypto que je ne le suis et qui font des analyses aussi bien plus poussées. Moi, c'est mon approche d'une manière générale, c'est que je trouve des gens qui sont meilleurs que moi dans les différents domaines et je fais en sorte de quand même suffisamment comprendre ce qu'ils font pour pouvoir être en capacité de l'absorber et de me baser là-dessus pour prendre mes décisions d'investissement ou de garder des positions comme c'est le cas là actuellement sur le marché crypto. Donc l'ampleur absolue du bénéfice réalisé et de la perte réalisée ajustée à l'entité est un autre ensemble d'outils qui nous aide à évaluer la direction, le sentiment des capitaux qui entrent et sortent du Bitcoin. Lorsque nous additionnons les profits et les pertes réalisées, nous constatons que cette mesure combinée a connu une forte baisse depuis son ETH de 4 milliards de dollars, jusqu'à une valeur de 1,4 milliard de dollars. Malgré cette baisse de 65%, la valeur actuelle reste élevée d'un point de vue historique, soulignant l'ampleur de la demande quotidienne qui absorbe ce capital dans des conditions de marché haussier. Hop, voilà. Donc ça vient directement illustrer ce que je viens de lire. L'offre ralentit. Donc, nous avons établi qu'il y a une baisse notable de la pression globale du côté des vendeurs, ce que l'on vient de voir juste avant. Nous pouvons confirmer ce point de vue en utilisant des mesures telles que la destruction de l'indice CoinDay, je ne sais pas si je prononce de manière adéquate, et les volumes de flux d'échange pour étudier plus en détail cette dynamique. Le premier outil que nous pouvons utiliser pour mieux cerner la pression exercée par les investisseurs sur la distribution et l'indicateur CDD binaire. Cette mesure permet de suivre la dépense du temps de détention sur le marché, en repérant le moment où les détenteurs d'anciennes réserves effectuent des transactions de plus en plus importantes. Nous avons assisté à une période prolongée de destruction massive de coins à la fin de l'année 2024 et au début du mois de janvier. Au cours des dernières semaines, cette mesure a commencé à se refroidir alors que la destruction relativement légère de CoinDay a pris le dessus. Cela suggère qu'un nombre important d'investisseurs qui avaient prévu, donc c'est la partie la plus importante, cela suggère qu'un nombre important d'investisseurs qui avaient prévu de prendre des bénéfices l'ont probablement fait dans la fourchette de prix actuelle. D'une manière générale, cela indique que le marché pourrait avoir besoin d'aller ailleurs afin d'attirer et de débloquer la prochaine vague d'offres. Alors là aussi, on voit donc ce graphique qui permet d'illustrer les éléments qui ont été évoqués juste avant. Voilà. Autre indicateur, l'indicateur binaire de dépenses long terme. Holder, LTH, est une autre mesure que nous pouvons utiliser pour évaluer la durée d'une pression soutenue de la part des vendeurs. Cet outil qui se concentre spécifiquement sur les 20 investisseurs à long terme. En accord avec les volumes importants de prise de bénéfices précédents, nous pouvons observer une baisse significative de l'offre totale des LTH lorsque le marché a atteint 100 000 $ en décembre. Le taux de diminution de l'offre de LTH s'est depuis stabilisé. Donc ça veut dire que les holders de long terme se sont calmés en termes de vente. Donc ils ont diminué la pression vendeuse. Donc ce qui suggère un relâchement de cette pression, voilà, c'est ce que je viens de dire, de distribution au cours des dernières semaines. Actuellement, l'offre totale de LTH commence à montrer des signes de croissance à la hausse, ce qui suggère que l'accumulation et le comportement hodling sont maintenant plus importants que la pression de distribution pour cette cohorte. Donc là, on l'avait vu aussi dans ma vidéo de l'année dernière, c'est un élément que je regarde, donc à quel point les holders de long terme se sont mis à vendre. Donc là, on voit que il y a une phase de distribution, ils ont vendu là autour des 100 000, ce qui est totalement logique, mais que cette pression vendeuse a diminué. Voilà, un autre élément qui corrobore donc cette idée que la pression des holders de long terme en termes de vente a diminué, et ça c'est quelque chose qui à mon sens est positif. Je pense que tu le comprends assez aisément pour avoir une continuité de la hausse sur le marché crypto, même si ça peut prendre quelques semaines et qu'on a des phases de liquidation et de nettoyage comme aujourd'hui sur le marché, et qui d'ailleurs pourrait encore continuer sur les jours à venir. On pourrait très bien, pour faire pour faire mal, à un maximum de personnes, on pourrait très bien avoir un Bitcoin. Voilà, on est déjà repassé au-dessus de 100 000, quoi. Bon, c'est même plus drôle, quoi. On pourrait, moi j'avais tracé ce niveau-là, de autour des 86 000. On pourrait très bien redescendre encore, autour peut-être des 76 000. Alors là, ça ferait quand même hyper mal. Et franchement, je serais très étonné qu'on aille
titiller les 76 000 $, sauf avoir un élément macro qui vienne créer une peur vraiment importante au niveau des marchés. Voilà, regardez, on est déjà presque à 101 000 $. Voilà, ça y est, on repasse à 101 000. Donc bon, phase de liquidation, phase de peur, surréaction. Continuons. Néanmoins, ça reste des éléments ultra importants pour créer un socle mental et des convictions. Même si les convictions ne protègent pas de tout, on pourrait très bien effectivement, même si j'estime que la probabilité est faible, eh bien avoir eu là un double top et puis que on parte en bear market, mais c'est pas ma conviction. Et c'est pas sur ce scénario que je me suis positionné, hein. Moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Je dis ce que je fais. Je dis les raisons pour lesquelles je le fais. Donc actuellement, je le rappelle, je suis exposé à 100%. Les bourses centralisées restent le principal lieu de spéculation et d'échange et traitent des milliards de dollars de flux chaque jour. Les flux entrants sur les bourses ont nettement diminué. Passant donc bourses centralisées, en clair c'est les exchanges centralisés, les SEX. Les flux entrants sur les bourses ont nettement diminué, donc bourse comprenez exchange, passant d'un pic de 6,1 milliards de dollars à 2,8 milliards de dollars, moins 54%, ce qui souligne une réduction considérable de l'activité spéculative récente, notamment les volumes d'entrée de long terme sur les exchanges ont diminué, passant de 526,9 millions de dollars en décembre à une valeur actuelle de seulement 92,3 millions de dollars, soit une baisse de 83% des volumes de dépôt. Ça le confirme la thèse selon laquelle les investisseurs à long terme pourraient avoir réalisé une grande partie de leur prise de bénéfices dans cette fourchette de prix. Là, on voit le graphique qui vient corroborer les éléments que je viens d'évoquer. Afin de mieux cerner l'équilibre entre l'offre et la demande, nous pouvons comparer le taux de variation de l'équilibre des différentes cohortes, normalisé par le volume de Bitcoin extrait. Cela fournit une mesure relative par rapport à la nouvelle émission qui a été théoriquement absorbée par chaque cohorte. Ça, c'est aussi hyper intéressant. En se concentrant sur la cohorte Shrimp Crab, ouais, je sais pas comment le prononcer, mais en clair, c'est ceux détenant moins de 10 BTC. Comme proxy pour les investisseurs particuliers, nous constatons que cette cohorte a absorbé environ plus 25 600 bitcoins au cours du dernier mois. Ce chiffre est à comparer à l'émission mensuelle d'environ plus 13 600 bitcoins frappés par les mineurs. Par conséquent, ces détenteurs particuliers ont effectivement absorbé 1,9 fois le volume, donc quasiment 2 fois le volume de la nouvelle offre arrivant sur le marché par le biais de la production primaire. Donc ça aussi, pour moi, par rapport à la production de Bitcoin et par rapport à l'absorption au niveau du marché, c'est quelque chose qui est positif puisque on voit que par rapport à ce qu'il produit en termes de Bitcoin, on a une absorption qui est 2 fois plus importante au niveau de ceux qui possèdent donc moins de 10 bitcoins. Et enfin, dernier élément que je n'ai pas partagé dans ma liste email, qui est ce graphique que je vais zoomer parce que là, c'est vraiment pas très visible. Hop, donc qui est un graphique qui montre donc la valeur énergétique des bitcoins qui sont actuellement produits, qui est à 124 627 $. Donc, on est là, en fait, sur le prix du Bitcoin qui, bon ben voilà, on le voit, on est déjà remonté à 101 195. Bon, encore une fois, faut regarder l'ouverture des marchés américains pour voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, on est donc à un niveau de prix du Bitcoin qui est en dessous donc de ce prix énergétique des Bitcoins qui sont actuellement. Donc petit tour au niveau des graphiques, c'est intéressant de voir comment réagit ETH. Bon, il n'est pas passé en dessous des 3000 $. Du côté, alors moi ce que je surveille c'est forcément les majeurs dans mon portefeuille, ETH, XRP, BNB, Solana, je le rappelle, qui ont un niveau de pondération qui est quasiment le même. Donc comment réagit le BNB aussi sur cette phase de baisse? Ok. Bon, il nous a pas fait il n'est pas descendu jusqu'à 618 000 $, 638 000, pardon, 638 000, n'importe quoi. 638 $ tout court, ok. Et il nous a fait une baisse de combien? Ah bah, il a moins baissé, ça c'est intéressant, hein. Il a moins baissé que le Bitcoin. Il nous a fait seulement 4,65%. Donc il a bien résisté, ça c'est vraiment intéressant. Du côté de l'ETH, qu'est-ce qu'il nous a donné? Lui, il nous a fait un moins 6,48%, donc mieux résisté que le Bitcoin aussi. Ok. Par contre, moins bien que le BNB. Alors le XRP, notre cher petit XRP, qu'est-ce qu'il nous a fait? Je pense qu'il est venu taper. Ouais, il est venu donc revisiter
cette zone de support au final. Le précédent, ouais, il a enfoncé même, on peut dire. Hein. Il l'a enfoncé. Ouais, il est allé en profondeur. Bon, il reclôture au-dessus. Il est quand même remonté. Il s'est fait racheter très rapidement. Donc, on s'est repris un plus 8% là. Mais par contre, il a quand même baissé plus fort, moins 12%. Donc, un peu plus que le Bitcoin. Ce qui, pour une alt, reste quand même plutôt résilient. Le Solana, qu'est-ce que nous a fait donc le Solana? Donc là aussi, on voit qu'il était racheté assez rapidement. Bon, moins 8%, bah pareil, hein, plutôt bien résisté hein, versus le Bitcoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On est allé voir du côté des narratives IA. Après, bon, rien de choquant au final. Rien de choquant au final, puisqu'on a un Total 3, comme on l'a vu tout à l'heure, qui a baissé approximativement autant que le Bitcoin. Donc on n'a pas eu non plus un bain de sang absolu au niveau des alts. La dominance côté Bitcoin, bon, mesh hot qui est en train de se former, en tout cas en daily. Voilà, si je descends, je passe en 4 heures, ça nous donne quoi? Ouais, ça, ok, on a eu un pic, ça ralentit. Pour ma part, mon niveau d'exposition, je ne suis plus pondéré sur le Bitcoin, j'ai même diminué sa pondération, notamment ben, pour faire rentrer le Tao. Les 3% que j'ai mis sur le Tao, je les ai enlevés au Bitcoin. Ce qui, ben, a priori, n'a pas été une mauvaise décision, vu le niveau de résilience que l'on a vu tout à l'heure au niveau du Tao, que, ben, il a plutôt bien tenu. Alors là, je suis en 4 heures, on va repasser en daily. Ouais, il a plutôt très bien tenu versus Bitcoin. Voilà. Bon, on va pas faire le tour de tous les alts, hein, sinon ça va vite devenir ultra chiant cette vidéo. Je pense que j'ai parlé de tout ce dont j'avais à parler. Et dans 1h10, on va voir le résultat des marchés. Je vais publier ma vidéo aussi vite que possible. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à ne pas paniquer et à vous créer comme ça des convictions qui reposent sur des éléments qui sont solides. Tout ce que je vous ai montré avant, pour moi, alors pour ma part, c'est ce que j'essaye de faire. C'est que quand il y a de l'incertitude, à ce moment-là, je me désexpose partiellement, ce que j'avais fait puisque je l'avais dit quand on était autour des 100K. En tout cas, je l'annonce en temps réel dans mes groupes privés et puis un peu plus tard sur ma liste email, canal Telegram et encore plus tard sur donc cette chaîne YouTube. Je m'étais dérisqué autour des 5000 $ où j'avais baissé mon exposition. Je crois que j'avais baissé de 32%, 33%, 30%, hein, dans ces eaux-là. Et puis j'ai augmenté au fur et à mesure, j'ai repris mon exposition au fur et à mesure parce que, à mon sens, on y voyait de plus en plus clair et que les éléments que je vous ai évoqués juste avant sont venus me conforter dans l'idée que ça restait plus intéressant. Encore une fois, c'est mon avis, je vous partage mes réflexions, d'être exposé à 100%, quitte à se prendre quand même un drawdown, voilà, pour les mois, les trimestres à venir. Je reste haussier au niveau des cryptos de manière générale, bien, de par l'écosystème, le changement d'éléments macro, notamment au niveau politique et aussi pour toutes les raisons que je vous ai expliquées là en termes de métriques. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Merci de partager la vidéo auprès de tes amis, des personnes qui sont aussi dans la crypto aussi. Tu juges que mon contenu est intéressant. Ce sera une manière de me remercier. Et puis, de la même manière, hein, si tu n'es pas d'accord avec moi, dis-le en commentaire en étant constructif, bien évidemment. Et si c'est le cas et si tu es aussi d'accord avec moi, ça me fera aussi plaisir de te lire. Allez, à très bientôt. Salut à tous.